כן, להיכנס. מי זה? כן. תודה. שנה טובה. J'ai 28 personnes qui ne sont pas en train de cuire pour Rosh Hashanah. C'est un jour, une heure un peu difficile, là, juste un frag de 2 jours. Bravo pour ceux qui ont le courage. D'autant plus qu'on ne va même pas parler de Rosh Hashanah, on va parler de Yom Kippour. C'était à la demande de Rivka, puisqu'il n'y aura pas de cours. Enfin, moi, je ne donne pas cours la semaine prochaine. Donc, Rivka m'a demandé de parler cette semaine déjà de Yom Kippour. Bonjour Odile, je vois que tu t'es aussi branché. Il y a encore des gens qui ont le temps, c'est formidable. Pour ceux qui ont déjà été au cours, qui étaient juste avant, alors encore plus formidable. Bah, écoute, on sait combien les cours sont intéressants, donc on court. Salut Ma. Ça va? Bonjour, Tout va bien? Yofi. Toi, tu sais où tu vas aller prier pour Rosh Hashanah? Chez un des voisins, sur la terrasse du voisin, qui s'est organisé. Le problème, c'est qu'on a 3 cas déclarés maintenant à la Ulpena de Dolev. On a à Dolev une Ulpena de jeunes filles de tout le pays. C'est une Ulpena de familles défavorisées. Et maintenant, on a 3 cas. Donc, dans les couleurs, je ne sais pas. J'espère qu'ils ne vont pas nous changer les couleurs de Dolev pour nous interdire de sortir de la maison. Donc, pour l'instant, on est un peu dans le blue. 3 cas, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent en bidoud à cause d'elle. Non, parce que la Ulpena, c'est un endroit à eux, quoi. C'est fermé, elles sont fermées. C'est ça. Il y a une prof qui est responsable, il y a le cuisinier qui a chopé le corona. Donc, le problème, c'est que les directives au niveau du ministère de la Santé, ça va d'après le nombre de personnes par habitant. Ah ouais, moi ça je ne savais pas. D'accord. Alors 3 personnes sur un village comme Dolev, ça fait beaucoup. Bon. Oui, bon, on est tous à attendre demain à 7 heures pour savoir où on va prier et comment. C'est vraiment des points d'interrogation qui sont assez angoissants quand même. Oui, mais je dis, on se pose la question de comment on va faire Rosh Hashanah comme on a l'habitude, quand on ne peut pas. C'est peut-être l'occasion de penser s'il faudrait peut-être le faire autrement. Ouais, mais bon, la tfila, la limite, on peut la faire à la maison, mais sonner du chauffard, moi je veux bien, si on me donne l'autorisation, je veux bien sonner. Mais non, ils vont sonner du chauffard de partout. Là, je viens d'entendre le Rav Eliaou. Il a dit que toutes les personnes qui sonnent du chauffard doivent mettre des affiches et doivent sonner du chauffard dans les mirpessot, dans le machin, qu'aider l'otzi et kulam chova. Maintenant, il faut que là où tu es, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache sonner.
Oui, tu non, as des... oui, mais normalement, dans toutes les chrounotes, les gens On est qui à sont Yerushalayim. À Yodim, Yerushalayim, ça va, hein? On n'est pas en galoute les pour trouver du chauffard dans le quartier. ils vont sonner dans la rue, dans les mirpessot, comme ils ont fait à Yom Ha'atzmaut quand ils ont fait. Ben, ils vont faire comme ça avec le chauffard. Bien fait. J'ai Top. entendu dire Ariel, le tu veux Rav commencer? Shmuel. Le Rav Moi, je Shmuel, suis prêt. Je suis Yalla, prêt. Toda Rabba, avec tous ces, comment dire, tous ces commentaires. échanges. On est venu pour écouter Ariel Assaf. Alors, on va lancer l'enregistrement. Bonsoir à tous. On est très content de se retrouver avec le guide Ariel Assaf qui va nous parler de la guerre de Kippour, même si on n'est pas encore passé Rosh Hashanah. C'est un événement 1973 qu'on ne peut pas ne pas passer. Et c'est un plaisir de toujours t'écouter, Ariel. Alors, Ok. bonne étude à nous tous. Alors, merci. Bonjour à tous. Comme je disais tout à l'heure, à tous ceux qui trouvent le temps comme ça, Erev et Rosh Hashanah, de s'interrompre dans les préparatifs et en plus de parler de Yom Kippour. Donc, on parle la semaine prochaine, mais c'est pas grave, il faut trouver le temps de le faire, alors on va le faire maintenant. Donc, on va parler de Yom Kippour. Pour ceux qui étaient avec nous à la préparation des Selichot, Motzei Shabbat dernier, Rivka avait dit que son père avait fait un article sur les conséquences de la guerre de Kippour, puisqu'en fait, c'est de ça que je veux parler. Je veux parler de la guerre, bien sûr, mais aussi parler de le titre que je donnais, c'est la guerre de Kippour comme tournant dans le sionisme. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a l'avant la guerre de Kippour et l'après-guerre de Kippour. Essayer de comprendre ce qui nous est tombé dessus et pourquoi et comment, dans la mesure du possible. Et le Rav Moshe Bochko avait écrit un article. Alors, Rivka m'a fait parvenir son livre, mais seulement hier soir. Je n'ai pas tellement eu le temps avant hier soir, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai un extrait qui est devant vous. Vous ne pouvez pas le lire, c'est trop petit, de son livre en hébreu. Tout à l'heure, on y arrivera en grandeur lisible. Et ce qu'on voit à droite, c'est un dessin caricature de Dosh, le caricaturiste israélien. Vous voyez, Sroulik, l'israélien, avec son Kovatembel, mais ce coup-ci, il a un talit et un chauffard. Par-dessus, c'est son uniforme militaire et il tord le cou à l'Égypte et à la Syrie. Ça, c'était à la fin de la guerre. Au début, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, on peut parler de la guerre. On va faire un rappel historique de ce qui s'est passé. Et puis après, on va essayer de voir ce qui a changé dans la société israélienne dans l'après-Kippour. Et c'est parti. Bien. Donc, avant la guerre de Kippour, l'image chez moi est passée. Pour une fois qu'on a une bonne qualité et que la qualité revient, je vois que l'image chez vous n'est pas passée. Attendez, je vais refaire un share. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. L'Internet est un petit peu long à réagir. On va essayer quand même, en espérant que ça va marcher. Okay. Mon écran de contrôle, un instant, on fait des sarotes. Je m'excuse. Je ne vois personne, donc je ne sais pas si ça fonctionne si je parle dans le vide. Je vais regarder le chat. Si j'y arrive, chat. Fermez vos micros. On voit la diapo. Ok, ça marche. Ok. Donc, j'ai regardé le chat parce que, ok, mon contrôle est revenu. Et donc, je peux vous voir. Alors, on est parti. Et, pardon. On est trop loin. On était, après la guerre de 6 jours, la guerre de 67, on était dans l'euphorie la plus totale. On a vaincu tous nos ennemis en 6 jours. Personne n'y croyait. On se rappelle l'ambiance qu'il y avait avant la guerre qui était très tendue, la destruction d'Israël, et puis tout à coup, en quelques jours, on a vaincu tout le monde. Les années qui suivent, il y a les grands défilés militaires à Jérusalem, à Yom Ha'atzmaut. Vous voyez le défilé de 1973. C'est d'ailleurs le dernier défilé qu'il y a eu parce qu'après, on n'avait plus le cœur à ça. Quand j'ai parlé du fait qu'il y a un changement de l'avant Yom Kippour et après Yom Kippour. Donc avant Yom Kippour, on voit ce défilé de chars qui défilent à Jérusalem. Vous voyez les murailles de la vieille ville à gauche. Actuellement, ils sont sur l'axe du tram à Jérusalem. Et à droite, on a une affiche électorale de la gauche
le Maharar, qui nous dit il y a le Kaf Barlev, la ligne Maginot-israélienne sur le Sinaï. On a une ligne fortifiée le long du canal de Suez. À l'abri de ça, on est en paix, on est tranquille. Et si vous regardez la fiche publicitaire, de la même façon qu'il y a la sécurité, alors vous pouvez voter pour nous parce que c'est formidable et tout va bien. Et tout ça change brutalement le jour de Kippour de 1973. On voit à droite la caricature de Doge de nouveau, où l'armée est un petit peu endormie au pied de l'arbre. Et l'Égypte et la Syrie, avec leurs haches, font tomber l'arbre qui donne l'ombre. Sroulik est affolé et l'armée est en train de dormir. Alors, ce qui se passe ce jour de Kippour, on écoute, c'est le chauffard de l'époque. בשעה 1:50 של יום הכיפורים נפתחת מתקפה של צבאות מצרים וסוריה על ישראל בהפגזה ארטילרית כבדה ובתקיפות מטוסים לאורך קווי הגבול בסיני וברמת הגולן. ברמת הגולן מסתערות 3 דיוויזיות סוריות של מעל 800 טנקים בסיוע הארטילריה. אל הגזרה הצפונית של רמת הגולן נשלחת חטיבה 7 בפיקודו של המח"ט אביגדור בן גל. עוד באותו היום נכבש מוצב החרמון על ידי כוח קומנדו סורי. Ok, donc le chauffard a été assez terrible ce jour-là de Yom Kippour. C'est pas le chauffard de la Géoula qu'on sonne à la fin de Yom Kippour, mais une sirène qui annonce l'attaque. Et bon, on se rappelle que ce jour de Kippour 73, Tafshin Lamed Dalet, à 2 heures d'après-midi, les Syriens et les Égyptiens lancent 2 attaques conjointement, les uns à l'ouest, au sud à l'ouest et les autres au nord. Et très vite, ça tourne au cauchemar. Le front du Sinaï, le canal de Suez est traversé par les Égyptiens. On voit dans la petite photo au centre le soldat égyptien qui fait lever de la victoire et derrière le pont qui amène le matériel égyptien. On voit quelqu'un qui lui précède en Israël, Hillel Hansdorfer, qui à l'époque était un jeune soldat. Après, il faisait des études rabbiniques et il est malheureusement décédé déjà il y a une 20aine d'années dans un accident de voiture, plus que 20 ans. Hillel Hansdorfer qui sort du Mutzav Amezach, un de ces portins de la ligne Bar-Lev, et qui part en captivité avec le Sefer Torah. Et on voit dans l'image du dessous des soldats israéliens sur les pneumatiques égyptiens, des soldats israéliens qui sont emmenés comme captifs en Égypte. Donc, ça a été une catastrophe, ça nous est tombé dessus sans qu'on comprenne ce qui arrive. On est tellement bien à l'abri de notre ligne Maginot, de la ligne Bar-Lev, la ligne imprenable. En plus, de toute façon, les Arabes ne sont pas capables de faire une guerre contre Israël. Après la guerre de 6 jours, on en est convaincu. Et le choc est terrible de voir que toutes les portants de la ligne Bar-Lev sont pris, sauf le Mutzav Budapest. Il y a un qui restera, qui tiendra le coup jusqu'à la fin des hostilités, mais tous les autres vont tomber. Et leurs soldats, ceux qui survivront à la bataille, seront emmenés captifs en Égypte. Sur le front de Syrie, sur le Golan, c'est la même chose, à la même heure. Plusieurs divisions syriennes foncent sur les positions israéliennes. Il y aura des combats acharnés, des combats héroïques. On voit deux héros de cette guerre sur le Golan. Avigdor Kalani, qui commande le bataillon 77, Oz Shibim Sheva, on va en reparler tout de suite, qui a réussi à arrêter les Syriens dans la poche nord, près du mont Hermon, avec les quelques tanks dont il dispose, il va arrêter les Syriens au nord du Golan. Au sud, le front va être enfoncé et les Syriens vont se préparer à descendre vers le lac de Kinneret et vers Tibériade. Et en dessous, à gauche, en dessous de Avigdor Kalani, on voit Tzvika, qui est un officier qui était à la maison, qui se pointe, il était en congé, il se présente, il reprend du service et il crée une force de 3 tanks qui part à l'assaut. Quand le commandant lui demande mais qui vous êtes, on voit qu'il y a des chars qui attaquent sur le terrain. Qui vous êtes? Kohar Tzvika, c'est la force Tzvika. Très vite, elle sera réduite à un seul tank et Tzvika, pendant 2 jours, va se battre tout seul en changeant de tank. Chaque fois que son tank est détruit, il passe sur un autre tank. Et en essayant de donner l'impression sur les ondes radio qu'il s'agit d'une grande force armée pour faire peur aux Syriens. Ça a marché, en tout cas par rapport à l'état-major israélien qui était convaincu qu'il y avait encore une force qu'il ne connaissait pas, qui se battait sur le Golan, la force Tzvika.
Le deuxième jour, on voit ici Moshe Dayan prend un hélicoptère, il fait le tour du front, et au matin du troisième jour, quand il comprend l'étendue du désastre, il a perdu les pédales, et on l'entendra dire, il dira à des journalistes, Khurban Habayit Ashlishi, la destruction du troisième temple. Si on sait que dans l'histoire juive, on parle de l'époque du premier temple, l'époque biblique qui a fini par la destruction du premier temple de Jérusalem par Babylone, on parle du Baït Sheni, l'époque du second temple qui a été détruit par les Romains, par Titus. Et donc, le troisième temple, c'est le retour, la reconstruction. Le temple n'est pas construit, mais c'est l'époque du troisième temple. Et Moshe Dayan, le grand vainqueur de la guerre des 6 jours, aura cette expression « Khurban Habayit Ashlishi ». Donc, on est vraiment l'armée temps des confitures. Vous voyez sur l'image qu'il est déjà en train de sourire avec Sharon. La photo est prise déjà quelques jours plus tard, quand Sharon a traversé le canal de Suez et qu'on est en train d'encercler les Égyptiens. Mais ça, c'est une semaine plus tard. Le troisième jour de la guerre, la situation n'est pas du tout au sourire, elle est plutôt à l'affolement général dans l'état-major israélien. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on va voir quelques extraits d'un film de Oz Sivim Sheva, donc qui raconte l'histoire de Kalani sur le Golan. Et vous allez comprendre la bravoure de ces jeunes. Kalani n'a presque plus de tanks. D'abord, ils sont entièrement en nombre, en infériorité terrible par rapport aux Syriens. Ils se battent à 1 contre 10. Et en plus, beaucoup de tanks sont déjà détruits. Vous allez voir que Kalani demande à un char de se mettre dans l'entrée d'un passage devant les Syriens pour leur bloquer le passage. Le char va dire, mais j'ai plus d'obus. Et Kalani va dire, oui, toi tu le sais, mais les Syriens ne le savent pas. Alors, il envoie en fait un soldat à la mort, enfin un équipage de chars à la mort. L'équipage va se mettre en position là où Kalani les envoie. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que le premier char, il y a toute une colonne syrienne qui avance face à eux. Le premier char syrien qui avance voit un char israélien, le canon pointé devant lui. Il regarde à gauche, il voit un char syrien détruit la veille. Il regarde à droite, il voit un autre char syrien détruit. Il dit, je ne veux pas être le prochain. Il fait demi-tour et toute la colonne fait demi-tour. Grâce à un char qui n'avait plus d'obus du tout. Mais c'est la bravoure de ces soldats qui se sont mis dans cette percée pour bloquer. On va voir quelques images de ce film. Pardon, j'essaie de cacher. On puisse voir les... תעמוד בפתח הוואדי יבוא חד בית, אין לי תחמושת, תבוא כאן קודקוד, הם לא יודעים את זה, תעמוד שם שיראו אותך, אני חוזר שיראו אותך עד סוף. יכול להיות שברגע זה שלחתי את האיש למוות. תחנות שוטר, לעלות לעמדות, לעלות לעמדות. אף אחד לא זז. מי שומע אותי שירים דגל? 20 כאן דגל! כאן 20, בוא מצב. אויב לוחץ אותי באגף, אויב הגזימים מתחיל לתפוס אותי מאחור. תחנות שוטר, ישרו קו, לעלות לעמדות, לעלות לעמדות. קירסון כאן דגל, קו אדום, לא יכול להחזיק את זה. כאן 2 עבור, יש עליי תופעים כבד. אני רוצה להתקדם קדימה, יש לי בעיה רצינית, טילים שלא בהאזנה בו. צריך ארטילריה. אז אני אומר למפקדים שלי, תסתכלו, חסו למלחמים. אני כרגע במגע קרוב מאוד, יש לך לא יכול להחזיק איתי שוטר כאן קודקוד. תראו באיזה עומק האויב מולך מולנו. אם אנחנו לא דופקים אותם, אין עוד מי שיעצור אותם. אני לא מבין מה קורה לנו. אנחנו חזקים מהם. אני עולה לעמדה. מי שרוצה, שיבוא איתי. תנועה, סוף. Donc, ce que vous venez de voir, c'est un film Oz Sivim Sheva qui est projeté sur le Golan, sur le site de la bataille. C'est les enregistrements de la radio. Bien sûr, le film a été fait après, mais on entend la radio, les enregistrements de la bataille. Vous avez entendu Kalani qui essaie de motiver ses soldats de repartir à l'attaque. Ça fait 3 jours qu'ils se battent, ils sont épuisés, ils n'ont plus de munitions. Beaucoup de leurs copains sont tombés. Ce que Kalani lui-même ne sait pas, c'est qu'à la même heure, son frère, qui est aussi commandant d'une unité de char, se bat dans le Sinaï et son frère déjà a été tué dans le Sinaï. Et ça, il l'apprendra à l'issue de la bataille. Donc, c'est...
Un instant. Quelque chose dans mon ordinateur qui fait du bruit. Non. Ok, donc je reviens. Continuons ici. Voilà. Pardon. Et donc la situation va être très tendue. Au bout de 3 jours, on va commencer à reprendre pied dans le Golan et à chasser les Syriens de l'autre côté de la frontière vers leur case de départ. Et pour l'instant, on laisse un petit peu le front du canal de Suez, le front du Sinaï en stand-by. On essaie de garder les positions, mais il est moins important que le front du Golan, puisque d'un côté, les Égyptiens sont beaucoup plus loin des centres israéliens. Il y a encore des centaines de kilomètres à parcourir pour arriver à Beersheba, à Ashkelon ou vers les villes israéliennes, alors que les Syriens sont très proches de Tibériade, sont très près de Haïfa, des villes du Nord. Donc, il y a une urgence beaucoup plus grande sur le Golan. Et aussi dans le Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que les Égyptiens qui ont traversé le canal de Suez n'ont pas exploité leur avantage et ils se sont retranchés là à quelques kilomètres du canal sans essayer de percer et de rentrer vers l'intérieur d'Israël. Donc c'était moins important. On s'est d'abord occupé des Syriens et une fois que le front du Golan a été sauvé, alors on envoie les renforts vers le sud et on s'occupe du front égyptien. Et ce qu'on voit à l'image, les dessins que vous voyez en bas à droite, c'est un soldat qui l'a dessiné. C'est le combat le plus connu, le plus célèbre des combats de la guerre du Kippour dans le Sinaï, ce qu'on appelle la Chava Hassinite, la ferme chinoise, une ferme où on avait trouvé du matériel en fait japonais, donc qu'on avait appelé en 67 quand on avait découvert cette ferme avec le matériel japonais, la ferme chinoise. On croyait que c'était du chinois. Et là-bas, il y aura des combats terribles. On voit un petit peu l'image que dessine un soldat qui a participé à la bataille. Ce qui se passe, c'est que cette ferme, sur la carte, se trouve là où je montre maintenant avec la souris. C'est le point de passage obligatoire pour aller à l'endroit où on veut traverser le canal de Suez pour encercler les Égyptiens qui sont à l'est du canal. Donc, il faut à tout prix passer le canal, prendre position sur la rive ouest pour essayer de couper les arrières et les lignes de ravitaillement égyptiennes. Et c'est ce que va faire Arik Sharon en passant par cette Chava Sinite et en amenant ses chars et ses parachutistes de l'autre côté du canal de Suez. Alors là, on voit les premiers chars qui passent. Il n'y a pas encore de pont. Il y a juste des péniches amphibies. Vraiment. C'est un système français qui s'appelle des Gillois, du nom du général français qui l'a inventé. Ce sont des bateaux, des camions amphibies qui peuvent prendre des chars et leur faire traverser le canal. On voit 2 chars qui traversent. Et finalement, on encerclera les Égyptiens. On encerclera la 3e armée égyptienne. Et finalement, ils se rendront et la guerre finit après est finie. Alors, il y aura les accords qui vont être signés entre Israël et l'Égypte au kilomètre 101. Kilomètre 101, c'est à 101 kilomètres du Caire. C'est là que, sous la tente, les Égyptiens et les Israéliens discutent des conditions du cessez-le-feu. Et sur la carte de droite, vous voyez le plateau du Golan. Vous voyez ce qu'on appelle la Mouvlaat, l'enclave, qui serait la pris aux Syriens. Donc, la ligne de frontière c'est la ligne que je montre maintenant avec la souris. Et ce qui est dessiné en bleu, la Mouvlaat, c'est ce qui serait la pris aux Syriens pendant la guerre de Kippour et qu'on va rendre après les opérations. Alors, à la fin de la guerre de Kippour, l'ambiance israélienne, elle est maussade. C'est-à-dire qu'on a gagné la guerre. Les miracles sont beaucoup plus grands que les guerres des 6 jours. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est la guerre des 6 jours. En 2 heures, on avait neutralisé l'aviation égyptienne, l'aviation jordanienne, et on fait une guerre en fait où Israël avait une maîtrise totale des cieux. La guerre du Kippour, c'est le contraire. D'abord, on a été surpris. C'est eux qui ont attaqué les premiers. Ils ont percé les 2 fronts sur lesquels ils ont attaqué. Ils sont équipés de missiles
et on perd énormément d'avions, on perd énormément de chars. Le premier jour de la guerre, Israël réagit comme on a l'habitude, le temps qu'on appelle les réservistes, on envoie l'armée de l'air pour arrêter l'ennemi sur la frontière. Et chaque fois qu'il y a une escadrille de 4 appareils qui part, il y en a un qui ne revient pas. Et après quelques heures, le commandant de l'armée de l'air, Benny Peled, va voir le commandant en chef, Dado El-Azhar, et lui dit, à ce rythme-là, demain, on n'a plus d'armée de l'air. Chaque sortie, on perd 25% des avions. Et à ce moment-là, Dado va dire, l'armée de l'air ne décolle plus tant que vous ne trouvez pas une parade au missile. Et donc, les prochains jours, l'armée de terre va devoir se débrouiller toute seule quand l'armée de l'air n'est plus là pour les couvrir ou pour les aider. Ils seront donc en but et aux chars adverses, et aussi à l'aviation adverse, et aussi aux missiles. Donc, il y a eu énormément de miracles, mais l'ambiance est maussade. Et l'armée de l'air fait une petite fête quelques mois plus tard pour fêter le retour des pilotes qui avaient été prisonniers, des pilotes qui étaient tombés en territoire syrien-égyptien, qui avaient été prisonniers et sont rapatriés. Et l'armée de l'air fait une fête en leur honneur. Et il y aura un discours du général commandant de l'armée de l'air, Benny Peled, qui compare ce qui s'est passé, qui compare la guerre à une symphonie musicale. Et dans une symphonie, il y a une partition, on joue d'après la partition. Et puis des fois, on improvise. Et puis des fois, il y a une corde qui casse un instrument, et alors l'instrument doit jouer avec une corde en moins. Et c'est comme ça que les cordes de l'armée de l'air sont cassées l'une après l'autre quand les avions ont été abattus. Et de nouveau, c'est basé sur les enregistrements de l'armée de l'air. Arba Mivne Khardal, le 4e d'escadrille Khardal, Nafal est tombé, et on va nous écouter juste quelques mesures de cette chanson. Arrêtez la musique. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן. מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. שניים ממבנה חרדל הלך, 4 ממבנה אגוז הלך, כמו נבל גדול בעל 1000 מיתרים שמנגן ומנגן ומנגן, ומדי פעם בפעם פוקע מיתר, וממשיכים לנגן. Ce que dit dans la chanson, c'est tel et tel est tombé, c'est comme une harpe avec 1000 cordes, et puis les cordes cassent, mais il faut continuer la musique, on ne peut pas s'arrêter. C'était les paroles de Benny Peled dans son discours de bienvenue aux pilotes qui rentrent. À la fin de la guerre, dans l'ambiance Mossad en Israël, on demande une commission d'enquête. Le gouvernement va nommer une commission qu'on appelle la commission Agranat, dirigée par le juge Agranat. Comme beaucoup de commissions, elle cache plus de choses qu'elle n'en révèle. Elle enterre ce qu'elle veut enterrer. Et surtout, le grand problème qui a été de cette commission Agranat, c'est qu'en fait, elle a entièrement lavé les politiciens. Elle n'a pas du tout, enfin, pas lavé, elle n'a pas du tout, elle ne s'est pas préoccupée des erreurs qu'ont commis les politiciens, qui ont ignoré les signaux d'alerte que les Syriens et les Égyptiens se préparaient à la guerre. Golda Meir qui n'a pas donné l'ordre de mobiliser, qui a interdit la mobilisation des forces pour ne pas être ceux qui vont être attaqués les premiers. On a très peur de ce qui s'est passé à l'époque de la guerre de 6 jours. On était accusés d'avoir été ceux qui ont attaqué les premiers. C'est vrai qu'on a attaqué les premiers, mais la guerre avait été déclenchée. Le casus belli, c'était l'Égypte qui avait fermé le canal de Suez. On en a parlé Yom Yerushalayim. Et en fait, la commission se concentre sur l'armée. Dado El-Azhar, le général en chef qu'on voit à gauche, va être limogé. Elie Zeira, le chef du renseignement militaire, va être limogé. On va couper des têtes dans l'establishment militaire, mais on va laisser le gouvernement entièrement hors de cause. Le peuple ne va pas accepter. Finalement, je rappelle que 4 ans plus tard, même pas 3 ans plus tard, il y aura les élections en 77, ce qu'on appelait le Mahapach, le volte-face, où la gauche va perdre le pouvoir et c'est Menachem Begin qui va le prendre. C'est
un contre-coup de la guerre de Kippour, où le gouvernement a été vu par les citoyens israéliens comme responsable de la non-préparation de l'armée, de la non-préparation à la guerre, et surtout de ne pas avoir donné l'ordre de commencer la guerre quand il fallait. Maintenant, je voudrais commencer à parler un peu de ce qui s'est passé dans les coulisses, et après, quelles ont été les conséquences. Donc, dans les coulisses, pendant des années, on nous a raconté qu'Israël a été surpris, Israël s'est fait surprendre, les Égyptiens et les Syriens avaient préparé des grandes manœuvres, ils ont été convaincus que c'était des manœuvres et que ce n'était pas une guerre, et c'est pour ça qu'on n'a pas mobilisé. Et en plus, à Yom Kippour, c'est là qu'on libère un tas la majorité de Minouim ou même des soldats du contingent pour qu'ils puissent rentrer et prier chez eux à la maison, surtout quand il n'y a pas de menace directe. Donc, on avait non seulement on avait mobilisé, mais on a encore démobilisé une grande partie des gens qui étaient appelés, qu'on avait envoyés faire Yom Kippour chez eux à la maison. Et le responsable, vous voyez à droite, c'est Eli Zeira, le général Eli Zeira qui dirige le renseignement militaire. Et lui est responsable en Israël de ce qu'on appelle la conception. Lui, il avait une idée, c'est que la Syrie n'attaquera jamais sans l'Égypte, et l'Égypte n'est pas encore prête à la guerre. Donc, on risque rien, donc on n'a pas besoin de mobiliser, donc on n'a pas besoin de se préparer. C'est ce qu'il a raconté, c'est ce qu'on a vécu avec ça pendant des années, qu'on a été surpris. Maintenant, avec le temps, on se rend compte qu'on n'a pas été tellement surpris que ça. D'abord, je pense que certains d'entre vous ont dû lire le livre ou voir le film. En français, il est paru sous le nom de l'ange du Mossad, ou en hébreu sur un malach. En fait, Israël avait un espion au Caire. Un espion, attention, pas n'importe qui, c'est nul autre que le gendre de Nasser, l'ancien président d'Égypte, le président d'Égypte à la guerre des 6 jours. Son gendre espionne au profit d'Israël. Donc, c'est quelqu'un de très, très haut placé. C'est un proche conseiller de Anwar el-Sadat. Et lui, il va nous dire, nous mettre au courant que la guerre va éclater. Alors, ce livre raconte, et il y a aussi un film, ceux qui ont vu le film, on va voir une minute de film. Tensions are mounting on the Israeli-Egyptian border. With thousands of soldiers amassing, the fear remains that war could break out at any time. In 3 days, Egypt will attack Israel. Israeli Embassy, how may I direct your call? Israeli ambassador, please. I have information of interest to the Israeli intelligence services. Donc, bien sûr, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais disons que dire qu'Israël ne savait pas, 3 jours avant, Yitzhak, son micro est ouvert, voilà. Donc, 3 jours avant, on a reçu des informations. Le roi Hussein, ça aussi on le sait aujourd'hui, le roi Hussein a pris l'avion pour Israël, a rencontré Golda Meir et lui a annoncé que l'Égypte et la Syrie vont attaquer Israël, donc on était prévenus. Mais le gouvernement ne voulait pas, alors la thèse officielle, c'est qu'on ne voulait pas être les premiers, de nouveau pour ne pas être accusés d'être les promoteurs de troubles et d'être les premiers qui attaquent, donc, mais on aurait dû au moins renforcer les effectifs, rappeler des réservistes, vérifier que les équipements des chars sont complets, parce que beaucoup de chars partiront au combat avec des équipements manquants, avec des équipements défectueux qui n'ont pas été réparés. Donc ça, c'est la première chose. On parlait d'une surprise, on n'a pas été surpris. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que celui qui a tout manigancé derrière cette guerre, avant et après, en amont et en aval, c'est le personnage que vous voyez à gauche. C'est Henry Kissinger. Henry Kissinger, qui est le ministre des Affaires étrangères de Nixon aux États-Unis, c'est lui qui gère ce qui se passe. Et en fait, aujourd'hui, on sait que Kissinger a annoncé à Israël que l'Égypte va attaquer et a demandé à Israël, quand les Américains demandent, c'est qu'ils imposent à Israël, de laisser les Égyptiens traverser le canal de Suez et prendre pied sur l'autre rive. Pourquoi les Américains ont demandé ça? Parce que les Américains voudraient amener la paix dans la région. On se demande qu'est-ce qui a changé depuis. Et ils voudraient aussi que les pays, l'Égypte et la Syrie, quittent le giron russe et viennent dans la sphère d'influence américaine. Et pour ça, Kissinger va dire l'Égypte est humiliée de sa défaite de la guerre de 6 jours. Maintenant, si vous allez on va laisser l'Égypte attaquer.
on va lui donner une victoire limitée. Elle va traverser le canal de Suez, elle ne va pas attaquer les villes d'Israël, elle ne va pas rentrer dans le Sinaï, mais elle pourra, Sadat pourra montrer à son peuple, j'ai attaqué Israël, j'ai gagné, et après ça, la tête haute, il pourra venir entamer des négociations de paix. On se demande, parce qu'en fait, on sait que c'est ce qu'il y a eu après, il y a eu des accords de paix avec l'Égypte. On sait que les Égyptiens ont traversé le canal et se sont arrêtés de façon bizarre, ils n'ont pas exploité leur percée. Donc, c'était le plan. Je peux vous dire quelque chose que pour moi est encore plus terrible, c'est que j'étais officier à l'armée pendant la première intifada, et on a eu une conférence d'un éminent orientologue qui nous a expliqué, vous comprenez, la intifada, le soulèvement arabe, c'est un bien pour Israël. Il ne faut surtout pas l'écraser, parce que les Palestiniens ont été dominés par Israël, écrasés par Israël. Donc on ne peut pas discuter avec eux, ils sont humiliés. Si on leur laisse faire leur intifada, ça va leur remonter leur dignité, leur rendre leur dignité, et après on pourra faire avec eux des accords de paix. Donc c'est pour ça qu'Israël n'a pas écrasé l'intifada, et de la même façon, on a voulu laisser l'Égypte attaquer pour lui donner une victoire limitée, pour pouvoir après faire des accords avec eux, et c'est un diktat américain. Donc il y a deux choses qu'il faut changer par rapport à ce qu'on connaît souvent de la guerre de Kippour. Un, c'est qu'on n'a pas été surpris, on a été prévenu à l'avance. Et deux, les Américains nous ont imposé de laisser une victoire tactique à l'Égypte. Bon. Une autre histoire qui est un petit peu moins connue, c'est quelques mois avant la guerre, l'attaché militaire israélien à Washington, Joe Alon, le colonel Joe Alon, a été assassiné à Washington. Et c'est un assassinat qui n'a jamais été mis au clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Joe Alon a été assassiné? Et écoutez ce que dit sa fille dans un interview, un reportage à la télé. הפרשייה הזאת היא מאוד מאוד תמוהה. ברור שהוא ידע משהו שאסור היה לו לדעת. מה? אנחנו לא יודעים. ברור דבר נוסף, שהאמריקנים וגם הישראלים יודעים דברים שהם לא רוצים לספר. אתה חייב לעם ישראל, אמרתי לו, לספר לו מה שאתה יודע על הרצח של ג'ו אלון. ככה אמרתי לו. ואז הוא ענה לי, אם אני אפתח את הפה שלי, עם ישראל יהיה בשוק. Ce que vous venez de voir, c'est la veuve de Joe Alon qui demande une enquête qui lui est refusée depuis des années. Et après, vous avez entendu un ancien officier supérieur de l'armée de l'air qui dit que 6 mois avant le décès de Ezer Weizmann, l'ancien président de l'État d'Israël, il est allé voir Ezer Weizmann, il a dit « Tu dois la vérité au peuple d'Israël, dis-leur qui et pourquoi, qui a assassiné Joe Alon et pourquoi. » Et Ezer Weizmann lui a répondu « Laisse tomber, ça fera une onde de choc trop grande dans la société israélienne, elle ne tiendra pas le coup avec ces révélations. » Et en fait, de nouveau, cette émission à la télé pousse dans cette direction-là qu'apparemment, ils savaient des choses. En fait, cette guerre a été programmée par les Américains. On n'a pas voulu le dire. On a préféré nous vendre la surprise totale et l'impréparation d'Israël. Mais en fait, il y avait un diktat américain de laisser faire une attaque égyptienne limitée. Nous, on a quand même eu un premier miracle de la guerre de Kippour, avec toutes ces erreurs qu'on a fait de ne pas mobiliser, de ne pas se préparer, c'est que ça a été le Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, d'un côté, c'est le jour où en Israël, on n'était pas préparé. C'est un jour où on a renvoyé la plupart des soldats dans leur foyer pour être Yom Kippour en prière. D'un autre côté, ça a eu deux avantages pour nous. Un, il était très facile de mobiliser les soldats parce qu'on savait où les chercher. Chacun était ou chez lui ou au Beth Knesset. C'est pas un jour où les Israéliens se promènent. Yom Kippour, c'est un jour qui est respecté par un grand nombre d'Israéliens, même s'ils ne passent pas la journée à la Beth Knesset, alors ils jeûnent à la maison. Mais donc, c'était facile de trouver les réservistes, parce qu'ils étaient ou au Beth Knesset ou à la maison, on savait où les chercher. Et deuxièmement, il n'y a pas de bouchons sur les routes. Imaginez que la guerre avait éclaté pendant Sukkot, quand tout le monde est en vacances, alors aller chercher, les uns sont à Eilat. À l'époque, ce n'était pas Eilat. À l'époque, il y avait aussi on allait se promener dans le Sinaï, à Sharm el-Sheikh, à Dahab, chercher les Israéliens, les retrouver pour les appeler, qui rentrent s'équiper, qui rentrent dans leurs unités, les bouchons sur les routes. Là, au moins, Yom Kippour, c'était l'idéal pour récupérer le plus rapidement possible les réservistes et partir au front pour bloquer les Syriens égyptiens. Dans cette date du Yom Kippour qui était choisie par les Égyptiens, il y a quand même quelque chose qui a été bon pour Israël. Maintenant, quelque chose qui n'a jamais été dit officiellement par les Israéliens,
C'est la question qui est en suspens depuis très longtemps. Israël a-t-il ou n'a-t-il pas la bombe atomique? Alors, on se rappelle que dans les années 60, les Français ont vendu à Israël une usine de textile à Dimona. Quand Shimon Peres a quitté son poste de président de l'État, il a fait une tournée en Israël. Il est arrivé à Dimona, reçu par le maire de Dimona qui lui dit « Shimon, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, tu n'as pas toujours tout réussi. Par exemple, à Dimona, tu nous as construit une usine de textile qui n'a jamais réussi à produire la moindre chemise. » Donc, je pense que vous savez, les usines textiles de Dimona, c'est l'euphémisme pour le réacteur nucléaire dont Israël dispose à Dimona. Mais Israël n'a jamais voulu dire est-ce que ce réacteur permet de faire des bombes atomiques ou pas. La raison était, c'est que d'un côté, on veut être dans le flou pour que nos ennemis aient peur de nous en pensant qu'on a peut-être la bombe atomique. De notre côté, on ne voulait pas de dire officiellement qu'ils ne se tournent pas vers la Russie pour dire les Israéliens ont une bombe atomique, on en veut aussi, nous aussi. Donc, on a toujours laissé ça dans le flou. Mais en fait, en 73, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis un extrait du Time Magazine, donc les journaux américains, qui disent qu'Israël se sent acculé et risque d'utiliser une bombe atomique. On sait aujourd'hui dans les comptes rendus du gouvernement que Moshe Dayan, le ministre de la Défense, a proposé de lancer une bombe atomique, une mini-bombe atomique dans le Sinaï, pas sur les Égyptiens, mais juste pour leur expliquer que le prochain stade, ça va être une vraie bombe sur l'Égypte. Donc, on n'était pas loin de ça. Et beaucoup de commentateurs politiques, ils voient la raison du pont aérien américain. Après, Israël était surpris, on a perdu énormément de matériel militaire. Et dans les jours qui suivent, les Américains vont mettre sur place un pont aérien qui va amener des tanks et des obus et des missiles et du matériel en très, très grande quantité. Et une des raisons, c'est cette raison-là. C'est que la guerre a dépassé un petit peu ce que les Américains avaient essayé de concocter. Et ils ont eu très peur qu'Israël se sente enculé avec un général, avec un ministre de la Défense, Moshe Dayan, qui parle du Khurban Habayit HaShlishi, et qu'Israël utilise une option atomique. Et alors, les Russes auraient réagi, ce qui aurait obligé les Américains à réagir, et on aurait été dans un conflit international, un conflit mondial atomique. Et donc, pour éviter ça, les Américains ont dit, OK, on va fournir tout le matériel conventionnel dont vous avez besoin, mais n'appuyez pas sur le bouton, ne commencez pas un conflit nucléaire au Moyen-Orient. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été dit. Avec le temps, c'est sorti, beaucoup de journaux en ont parlé, du fait qu'Israël était acculé et qu'on était peut-être pas très loin d'un conflit nucléaire. Maintenant, on a parlé de la guerre, on a parlé des coulisses. Donc on a été prévenu par Ashraf Marwan, l'espion, l'ange au Caire, on a été prévenu par le roi Hussein. Les Américains nous ont un petit peu imposé cette guerre. On a failli utiliser une arme atomique. Ça, c'était les coulisses de la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les retombées dans la société israélienne après la guerre? Alors d'abord, Yom Kippour a changé. Si Yom Kippour, c'est un jour de prière, et je dis Israéliens prient, même ceux qui ne prient pas, énormément d'Israéliens jeunes restent à la maison ce jour de Kippour. Aujourd'hui, il y a deux choses à Kippour. Il y a d'un côté le Yom Kippour qu'on connaît, de prière, de jeûne, mais il y a aussi en Israël le Yom Kippour qui est le jour souvenir de la guerre de Kippour, parce que dans la génération de 73, personne n'est sorti intact. Moi, j'habite à un petit village à Dolev. Chaque année, au Yom HaZikaron, le jour souvenir des soldats tombés dans les guerres d'Israël, on fait une exposition dans la salle des fêtes de Dolev de tous les membres des familles des gens de Dolev qui sont tombés à la guerre de Kippour. C'est impressionnant de voir le nombre de photos, c'est des dizaines de photos des pères, des frères, des fils, des cousins, des amis. Ça a été très marquant dans la société israélienne. Et jusqu'aujourd'hui encore, donc d'abord les journaux vont parler de la guerre de Kippour juste avant Kippour, les radios vont en parler aussi, donc il y a en plus du Kippour classique de la prière, il y a Kippour au kibbutz de Beth Hashita. Donc le kibbutz dans la plaine d'Israël en Galilée a perdu 11 des membres du kibbutz qui sont tombés à la guerre de Kippour. L'année d'après, ils ont fait une cérémonie au kibbutz et un compositeur du kibbutz a mis une musique et sur les paroles de Unetane Tokef. La prière de Rosh Yom Kippour, chez les Ashkenazes, c'est le centre de la prière de Moussaf. Et chez les Sfardim, c'est dans la prière, c'est moins central, mais c'est aussi dans le rituel. Unetane Tokef, c'est cette prière où on dit que ce jour-là, Dieu juge
tous les êtres humains et décide mi yifye ou mi yamout, qui vivra, qui ne vivra pas, mi ba'esh, mi ba'mayim, qui par le feu, qui par l'eau. Et cette prière a été mise en musique donc à Bet Hashita. D'abord, il y a une opposition au kibbutz à faire passer ça dans la cérémonie. C'est un truc religieux, ça n'a rien à voir. Finalement, ils sont passés outre, ils ont joué ce Ntan et Tokef. Aucun œil n'est resté sec et ça a été la fin de la cérémonie au kibbutz. Depuis, c'est devenu un chant national. Chez nous, à Dolev, c'est sur cette aire-là qu'on chante le Ntan et Tokef demain à Rosh Hashanah, après-demain à Rosh Hashanah et aussi à Kippour. Le Ntan et Tokef de Bet Hashita. Mais ce qui est encore plus intéressant, si vous voyez la photo du haut, vous voyez un chazan chassidique qui lui aussi chante Ntan et Tokef sur l'air de Bet Hashita. Donc c'est un air qui vient du kibbutz, kibbutz de la gauche, très loin de la Yiddishkeit, mais très juif, très israélien. Et aujourd'hui, ce Ntan et Tokef est rentré dans les synagogues. Donc on voit qu'il y a cet amalgame entre la guerre du Kippour et le Yom Kippour et les compréhensions modernes, les compréhensions modernes qui rentrent dans le Yom Kippour. On va écouter quelques notes de Ntan et Tokef. קדושת היום כי הוא נורא והיום ובוא תנסה מלכותך וייכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת ותשב עליו באמת אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בהם Donc, j'ai pas pu résister. On n'a pas l'habitude de voir les nigunim du kibbutz qui rentrent dans une makela, dans une chorale chassidique. Je sais pas si c'est rentré chez eux au Bet Knesset. Je pense qu'à Yom Kippour, Bet Knesset, ils ont gardé les airs traditionnels. Mais dans beaucoup de synagogues, on utilise cette air comme air pour la tefila de Ntan et Tokef. Bon, je passe rapidement sur l'embargo du pétrole qu'il y a eu après, c'était la répercussion mondiale de la guerre du Kippour. Et très vite, déjà en 1974, commencent les accords intérimaires, où de nouveau Kissinger, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui discute de tout. Et déjà quelques mois après la guerre, il va nous imposer à nous retirer de la rive est du canal de Suez. Je rappelle que à la guerre des 6 jours, on est arrivé jusqu'à la ligne du canal de Suez, le canal de Suez qui est là. On avait construit la ligne Bar-Lev, qui était enfoncée par les Syriens. On a contourné les Égyptiens, pardon, on a contourné les Égyptiens. On était dans la partie égyptienne, la rive ouest du canal de Suez. Après les accords intérimaires, on nous fait même perdre un petit peu les acquis de la guerre de Kippour. On doit rendre le canal entièrement aux Égyptiens. Israël doit se retirer à quelques dizaines de kilomètres. Et surtout, on doit quitter la région de Abu Rodez, qui est productrice de pétrole. C'est-à-dire que dans les années 67 et 73, Israël était produisant son propre pétrole. On en exportait même une petite partie. Et surtout, on était indépendant en matière énergétique. Et là, les Américains nous ont forcés à quitter Abu Rodez et ont promis que si jamais on a un problème d'approvisionnement, ils s'engagent à nous fournir en pétrole. Donc là commence Israël a payé déjà très cher cette guerre de Kippour. Encore avant les accords, juste dans les accords intérimaires, on a perdu le canal de Suez et on a perdu les puits de pétrole de Abu Rodez. Mais comme chaque chose, mauvaise chose a toujours aussi ses bonnes retombées. Les Américains se portent garants de notre sécurité. Ils vont nous fournir des photos satellites si jamais il y a une attaque qui se prépare, égyptienne ou syrienne, pour qu'on ne soit pas pris à défaut une nouvelle fois. Ils vont nous fournir des avions, etc., etc. Donc, bien sûr, ils ne vont pas tenir leurs promesses. Alors, il y a un analyste de la CIA, Jonathan Pollard, qui va nous raconter qu'il a vu des photos satellites
qui montrent des images très dangereuses pour Israël, que les Américains n'ont pas fait passer en Israël malgré les accords, et lui, il les fait passer. Ça va lui valoir des années et des années de prison aux États-Unis pour avoir livré des secrets militaires à une puissance amie. Et en plus, des secrets militaires qui auraient dû être livrés à Israël. Les Américains n'ont pas livré malgré les accords. La retombée, la bonne retombée qu'il y a eu dans cette histoire, c'est qu'une fois qu'on a compris que les Américains nous cachent des informations, Israël est rentré dans un programme spatial et aujourd'hui, Israël est une puissance spatiale. On a les satellites OPEC, satellites espions, on a déjà lancé pas mal, on a aussi les satellites de communication. Et grâce à ça, Israël est rentré dans la course de l'espace. On a aussi développé un avion de renseignement militaire avec une antenne spéciale. C'est entièrement un matériel, un Hawkeye israélien, entièrement en fabrication israélienne, parce que les Américains n'ont pas voulu nous vendre, cet avion-là. Les Américains n'ont pas voulu nous vendre de ravitailleur en vol, alors on a fait un ravitailleur en vol israélien. On a même construit un avion israélien, un avion de chasse, le Lavi, et qui aurait remplacé le F-16. Et les Américains ont eu tellement peur de la concurrence qu'ils nous ont interdit de produire, alors que le Lavi volait déjà. Et les ingénieurs des industries aéronautiques qui ont été limogés se sont reconvertis dans les drones, et c'est comme ça qu'Israël aujourd'hui est une première puissance mondiale dans le domaine des drones. Donc ces accords américains avec les problèmes, avec les clauses que les Américains n'ont pas tenues, ont énormément fait pour développer l'économie israélienne, la recherche scientifique et l'armement moderne en Israël. Donc c'est aussi une conséquence de la guerre du Kippour, d'autant plus que pourquoi on s'est mis à construire le Lavi, c'est qu'on ne veut plus être dépendant des puissances étrangères. On avait déjà payé avec De Gaulle en 67 qui avait fait l'embargo, et on a eu peur des Américains. Et donc, des fois, ils tiennent les engagements, des fois un peu moins, mais ok. Pardon. Au niveau spirituel, en Israël, les questions étaient très grandes. Le sionisme a pris une grande baffe, mais tellement sûr de nous, tellement vainqueur après la guerre des 6 jours, que les questions vont se poser et on va voir après la guerre de Kippour un mouvement de la Teshuvah. Et ça va d'abord surtout toucher les artistes, des gens qui sont plus dans les choses un peu plus, moins, pas dans le côté sentimental, dans le côté artistique, qui vont venir faire Teshuvah, mais une Teshuvah très spéciale. Ils vont faire Teshuvah et devenir Haredim. Donc ils vont quitter leur monde d'avant et venir vers un monde qui leur est totalement différent. On va leur dire, vous voulez faire Teshuvah, c'est très bien, mais vous laissez ce que vous avez derrière vous, vous laissez le cinéma, vous laissez la chanson. On voit à gauche le Rav Uri Zohar, qui était un des plus grands comiques israéliens. Laisse tomber, c'est des bêtises, et étudie de la Gemara, et c'est ce qu'il va faire, il va devenir un grand rabbin de Gemara, et ça c'est la Teshuvah, mais une Teshuvah vers un monde Haredi. En parallèle, il va y avoir une Teshuvah sioniste, dirigée par le Rav Vigon, qui avait commencé déjà après la guerre des 6 jours. Le Rav Vigon, lui, était un ancien membre du kibbutz de la gauche, donc aussi qui a grandi très sioniste, mais pas du tout pratiquant, très éloigné du judaïsme, qui déjà, avant la guerre de 6 jours, avait fait Teshuvah, mais à l'époque, c'était très très rare. Et lui, le Rav Sudakou, va lui dire, toi, crée un mouvement de Teshuvah sioniste. On peut faire Teshuvah sans s'habiller en noir et en reniant tout ce qui était avant. On peut continuer à être acteur, on peut continuer à être chanteur, on peut continuer à être ingénieur, on peut continuer à être dans le métier qu'on avait, on peut continuer à faire son service militaire. On n'est pas obligé de se bloquer dans le monde Haredi. Alors on voit la Teshuvah, la Tnuat Teshuvah du monde Haredi, la Tnuat Teshuvah du Machon Meir et des yeshivot sionistes en parallèle. Aujourd'hui, déjà, beaucoup de temps a passé, on est déjà pas mal d'années après, et on peut voir aujourd'hui que les acteurs qui font Teshuvah, mais peuvent comprendre que le monde avant n'était pas, et on peut garder aussi les talents qu'on a, les utiliser même dans le monde de la Teshuvah. Donc on voit un peintre qui a fait Teshuvah et qui continue à peindre, un chanteur qui continue à chanter, et Shuliran que tout le monde connaît, qui est le chanteur, qui est acteur, vous voyez la couverture de son disque, là, où on le voit en train de plonger en grand avis chassidique. Donc, il y a quelque chose qui a changé. On peut comprendre que dans le monde de la Teshuvah, on peut faire Teshuvah sans jeter tout ce qu'il y avait avant, tous les acquis, tout ce qu'on a fait, tous les talents qu'on a. Donc, ça, c'est ce monde de la Teshuvah qui continue encore aujourd'hui.
mais qui a ses racines en fait dans le mal-être qui a suivi la guerre du Kippour. Là, c'est une photocopie c'est une photo d'une page du livre de Rav Moshe Botzko dont j'ai parlé au départ, qui dit que באמת, מזמן מלחמת יום הכיפורים, אנו עומדים בעיצומה של תקופה חדשה. À partir de Yom Kippour, on est dans une nouvelle époque du sionisme. Une époque où la construction du pays se fait maintenant par des gens religieux. Si avant, il y avait la gauche sioniste, les kibbutzim qui construisaient le pays, et les religieux qui étudiaient la Torah dans les yeshivot de Bnei Brak, ou alors quand on était sioniste religieux, alors on était la roue de secours des kibbutzim, mais on n'était pas dans la faction dirigeante. On était à la traîne du mouvement sioniste. Après la guerre de Kippour, on commence à voir que le sionisme religieux prend les rênes en main et commence ce qu'on va appeler les Itnachaluyot, à Sébastia et à autres. On va commencer à construire tous ces villages en Judée et Samarie, qu'on appelle les Itnachaluyot, les Itnachel. En hébreu, c'est pas péjoratif. On a essayé d'en faire quelque chose de péjoratif. Mais aujourd'hui, c'est une grande réussite. Quand on regarde ce qui a été fait, ça a commencé juste après la guerre de Kippour. On voit le Rav Levinger à Sébastien. Pour voir un peu d'où on est parti, on est arrivé. En 68, c'est-à-dire juste après la guerre des 6 jours, il y avait 5 villages du Yuda de Shamron. C'était surtout les villages de Gush Etzion, qui avaient une certaine légitimité, Ofra, mais très peu de villages et très peu de gens. Il y a 5 villages avec 250 habitants, donc environ 50 habitants dans quelques caravanes par village. On est aujourd'hui à plus de 400 000. Avec Jérusalem, c'est même plus que 600 000. C'est en 2015. On a fait un grand chemin depuis, et c'est aussi la conclusion. Conséquence dans la guerre de 6 jours. Les Knahot en Yuda et Shamron, dans la bande de Gaza qui malheureusement a été abandonnée, et aussi sur le Golan. Là, on va avancer. Et bien sûr, l'opposition contraire. Donc, d'un autre côté, vont se créer les mouvements de paix, Shalom Arshav et les autres, qui vont dire, après cette guerre terrible de Yom Kippour, il n'y a pas d'autre solution que la paix, il faut faire des accords à tout prix. On ne peut plus se payer le luxe d'une guerre, ça a coûté trop cher. Il y a eu près de 3000 tués dans la guerre de Kippour et des milliers de blessés. C'est un prix qu'on ne veut plus payer. Donc, on veut la paix maintenant et à n'importe quel prix. Et donc, il y a d'un côté les Nachaluyot, de l'autre côté Shalom Arshav. Ces deux-là, sont aussi les conséquences de la guerre du Kippour. Une autre conséquence, c'est les Garinim Toranim, le retour de des communautés religieuses qui viennent s'installer dans les villes de périphérie pour essayer de donner une éducation plus juive dans les différentes villes d'Israël. Mais ça, je vais maintenant pas parler parce que c'est encore un autre sujet à part qui est moins connu. On voit une entrée en masse du sionisme religieux dans l'armée. Et si je l'ai dit tout à l'heure, c'était à la traîne, c'était la roue de secours du sionisme. Maintenant, dans les unités combattantes, au moins jusqu'au grade de commandant, lieutenant, capitaine, commandant, de unités de combat, 50% ou plus portent la kippa dans toutes les branches de l'armée, dans la marine, dans les tanks, dans les paras, dans l'artillerie. Donc un grand changement qui s'est fait aussi du sionisme religieux qui est rentré en masse dans l'armée israélienne. Et déjà dans la guerre du Kippour, j'avais parlé tout à l'heure de Oz, Shivim Besheva, on avait parlé de Kalani. Je vais mettre quelques scènes d'un film qui s'appelle Teum Kavanot, du Rav Sabato, le Rosh Yeshiva de Malé Adumim, le Rav Chaim Sabato qui en 1973 était combattant de Yeshivat Hesder. Et il raconte comment ils sont partis pendant la guerre du Kippour. Vous allez voir juste dans ces quelques scènes comment ils partent au combat pas équipés. Il y a un des soldats qui ne va même pas trouvé d'uniforme de combat à sa taille et qui va partir au combat avec sa veste, avec sa chemise blanche de Yom Kippour et qu'on va retrouver sur le terrain tué encore dans ses habits de Shabbat. מוצאי יום כיפור עלינו לכיוון הטנקים במחנה יפתח. אתה באמת חושב שעד סוכות עוד נהיה שם? ואבא שלי, הוא הכריח אותי. מוצאי יום כיפור עלינו לכיוון הטנקים. Pour ceux qui n'ont pas compris l'hébreu, vous avez compris en tout cas que le foutoir dans lequel il y avait, il n'y a pas d'équipement, les tanks partent au front quand ils n'ont pas fait leur réglage de combat. L'officier qui commande le char ne connaissait pas ses soldats. Il lui dit, mais qui tu es toi? Il dit, mais moi je suis votre commandant.
J'étais à Los Angeles, San Francisco, Los Angeles, je ne peux plus. J'ai pris l'avion et je suis rentré en catastrophe pour prendre part au combat. Donc, c'est le foutoir le plus complet. Et on en a parlé tout à l'heure. La suite de cette histoire va être, je l'ai déjà parlé, le Mahapar. Le fait que la gauche va perdre les élections en 77 parce que le peuple d'Israël ne pardonne pas au gouvernement ce qui s'est passé et la gauche perd le pouvoir qu'elle détient depuis la création de l'État d'Israël et même encore avant dans le gouvernement provisoire de Ben Gurion. Et c'est Menachem Begin qui prend le pouvoir en 77. Alors là, c'est une photo qui nous ramène vers ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Regardez le gouvernement que forme Menachem Begin. J'ai dit que ce gouvernement est un gouvernement qui a renversé la gauche parce que les gens en ont marre, ont voulu faire payer au gouvernement les erreurs qu'il avait faites à la guerre du Kippour. Donc il y a quelqu'un qu'on ne devrait pas voir dans ce gouvernement. Et c'est un personnage que vous connaissez peut-être, il a un œil avec un bandeau, vous voyez à droite. Ce personnage, c'est Moshe Dayan. Moshe Dayan qui va de nouveau être ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Menachem Begin, alors que c'est lui qui était ministre de la Défense en 1973 et qui avait été vu par le public comme le grand responsable de la guerre du Kippour. Alors, si on a évacué Golda Meir et tous les autres responsables de la guerre du Kippour, comment le ministre de la Défense, grand responsable de la non-préparation de l'armée, se retrouve ministre chez Begin? Ça nous rappelle peut-être que les Américains ont imposé cette guerre pour pouvoir avoir les acquis, pour pouvoir faire après des pourparlers avec les Égyptiens. Et comme par hasard, ça va être Moshe Dayan, le ministre des Affaires étrangères, qui va gérer les pourparlers avec l'Égypte, qui vont aboutir 4 ans plus tard aux accords de paix avec l'Égypte. Donc, de nouveau, ça corrobore ce qui s'est passé, ce fait que les Américains nous ont imposé cette guerre et de faire après, pour arriver après à une paix avec l'Égypte, et que l'Égypte devienne un pays occidental et non pas un pays dans la sphère d'influence soviétique. Là, on voit donc la poignée de main à Washington, l'accord de paix entre Begin et Sadat, qui va donner par la suite l'accord entre Rabin et l'OLP de Yasser Arafat, puisque déjà dans les accords avec l'Égypte, on avait parlé du fait qu'après, il faudra faire un État palestinien. Donc, tout ça, c'est aussi la suite. Ce sont les conséquences, en fait, de la guerre du Kippour. Et donc là, j'arrive maintenant à la conclusion. Si vous avez encore la force de l'écouter encore 5 minutes, je suis un peu dépassé l'heure, mais on a commencé un peu en retard. Les questions qui se posent après la guerre du Kippour, c'est où va l'État d'Israël. Alors d'un côté, les Nachaliot, de l'autre côté, Shalom Arshav, d'un côté, la Teshuvah, d'un autre côté, un laïcisme à outrance. Beaucoup de choses sont exacerbées dans la société israélienne. D'un côté, faire une paix à tout prix. Je rappelle qu'on vient de faire un nombre des accords avec les Émirats, avec Bahreïn. Et de nouveau, on nous parle de cérémonies, on nous parle très peu des prix qu'Israël paye ou qu'est-ce qui se passe derrière. Et la photo que vous voyez maintenant, c'est une photo que j'ai prise à Akko. Akko, dans la prison de Akko, où ont été pendus les soldats faits prisonniers de l'Irgun et du Lehi par les Anglais. Sur le mur de cette sinistre salle des pendaisons, il y a la tikva. Kolot baleva pnima nefesh yehudi omia, vous connaissez tous la tikva. Elle ne va pas jusqu'au bout. Odlo avda tikvatenu, notre espoir n'est pas perdu. Puis après, il y a une suite de la tikva qui n'est pas là. Alors pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'à Akko, ce qui s'est passé, c'est que ces soldats de l'Irgun et du Lehi ont chanté la tikva et ont été pendus. Et au milieu, la tikva a été étouffée quand ils ont perdu la vie. Donc, quand on est avec des groupes, on chante la tikva en entier pour eux qui n'ont pas pu achever la tikva. Mais moi, je pose la question toujours quand je suis avec un groupe. C'est quoi la fin de la tikva? Odlo avda tikvatenu. Notre espoir n'est pas perdu. Notre espoir de quoi? Alors, nous connaissons la tikva. La tikva dit Liot am chofshi bartzenu, d'être un peuple libre de notre terre. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on changerait la tikva Liot am beshalom bartzenu. On veut la paix avant tout. Ou Liot am démocrati bartzenu. On veut d'abord la démocratie. Ou alors, si on va d'après le Rav Kook, Liot am kadosh bartzenu. La grande question de Yom Kippour, c'est de poser où va le pays d'Israël, qu'est-ce qu'on veut être, quelles sont les visions du sionisme après la guerre du Kippour. Jusqu'à
jusqu'en 67, on était en mode de survie. Après, et en mode de progression. 73, c'était une grande victoire, mais qui était vécue en Israël malheureusement comme une défaite, je ne sais pas pourquoi, et avec un grand marasme dans la population, et qui a posé énormément de questions. Ça, c'est juste au passage, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a la Tikva, que vous connaissez tous, avec les 7 strophes que vous ne connaissez pas tous, et à droite, un shir que le Rav Kook a écrit, s'appelle le Shir Haemunah, qui est très parallèle à la Tikva. Mais si la Tikva est un chant qui est assez pessimiste. Odlo Avda Tikvate, nous n'avons pas encore perdu l'espoir. Le Rav Kook lui dit, La'ad Chaya Bilvavenu, l'espoir est vivant dans nos cœurs. La Shuv l'Eretz Kotchenu, et si on parle dans la Tikva de la Shuv l'Eretz Avotenu, de revenir dans la terre de nos pères, le Rav Kook écrit la Shuv l'Eretz Kotchenu. Donc il a déjà, le Rav Kook est décédé en 1935. Donc il a parlé du fait de donner un souffle religieux avec vigueur et enthousiasme, mais pas seulement un vague espoir de revenir en Israël. Donc c'est la question qui se pose après la guerre de Yom Kippur. Pardon, on va continuer. Et je voudrais voir peut-être pas finir, mais on va ce midrash. Il y a un midrash dans le midrash Rabbah de Echa qui nous dit les 4 rois ont demandé chacun autre chose. Les 4 grands rois d'Israël sont David, Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahu. David a dit à Dieu, je vais poursuivre Erdefa, Oiva et Vasigem, je vais poursuivre mes ennemis et tu vas m'aider. Et Dieu le dit, d'accord, je t'aide. Alors après lui, il y a eu Asa. Et Asa a dit à Dieu, je n'ai pas la force de tuer mes ennemis, je vais combattre et toi tu continues. Et Dieu lui dit, ok, je fais. Après lui est venu le roi Yehoshaphat. Yehoshaphat a dit, moi je n'ai pas la force ni de tuer mes ennemis, ni même de les combattre, mais je vais chanter des cantiques, des louanges. Ani Omer Shira Vataose. Toi, tu fais la guerre. Et Dieu dit, ok, ça marche. Amad Chizkiyahu, arrivé un 4e roi, Chizkiyahu, Vamar Ani En Bikoach, Lo Laharog, Lo Lirdov, Lo Lomar Shira. Moi, j'ai la force de rien. Ni de me battre, ni de tuer les ennemis, ni même de me battre, ni même de dire la Shira. Et là, Ani Yashen Al Mitati, Vataose. Moi, je dors sur mon lit, et toi, tu fais. Toi, tu gères. J'ai souvent l'impression que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que jusqu'à la guerre de 6 jours, on savait qu'il fallait assécher les marécages, il fallait faire le mobile arti, il fallait se battre contre les ennemis. Et depuis, il y a une faiblesse, on est fatigué. C'est trop dur, on veut la paix. Laisse-nous aller au sport d'hiver. Maintenant, c'est un peu problématique avec le corona. Laisse-nous aller faire Soukot bientôt. Là. On voit les publicités dans les journaux. Maintenant, cette année, c'est un peu limité. On peut faire Soukot en Grèce, en Bulgarie ou en Croatie. Laisse-nous aller faire Soukot là-bas. Et puis, si tu as envie d'amener le Mashiach, fais-le, mais laisse-nous tranquille. Alors, c'est là que le problème. C'est que David avait une vision active du monde. Chizkiyahu a une vision passive. Fais ce que tu veux, amène la Géoula, mais moi, je dors sur mon lit. Et la Gemara va être très, très dure avec Chizkiyahu. Chizkiyahu est considéré comme un des meilleurs rois d'Israël. À son époque, tout le monde fait la Torah. À son époque, tout le monde étudie la Torah. C'était un roi au niveau judaïsme formidable. Mais la Gemara va nous dire dans Sanhedrin, Amar Rabbi Tanfum, Darash Rabbi Bar Kapara Betzipori, Bikesh Akadosh Baruch Hu Lasot Chizkiyahu Mashiach. Dieu a voulu faire de Chizkiyahu Mashiach. Et de Sancheriv, Senacheriv, le roi d'Assyrie, Gog ou Magog. Et on aurait fini l'histoire. Ça aurait été l'époque messianique. Amra Midat Hadin, Lefina Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Uma David Melech Israël, Shamar Kama Shirot, Vishbachot Lefanecha, Lo Asita Mashiach. Chizkiyahu, Shasita Lo Kol Nisim Alalu, Velo Amar Shira Lefanecha, Taseh Mashiach. C'est David qui s'est battu, qui a agi. Tu ne vas pas faire Mashiach. Tu vas faire Mashiach de quelqu'un qui ne fait rien, qui te laisse tout faire, qui ne veut pas participer. Alors, je pense que c'est la grande question qui nous attend à Yom Kippur. Et j'ai photographié, là, pour ceux qui reconnaissent le dur lâché, avec lequel certains d'entre nous ont grandi, j'ai photographié le Al-Chet. Je ne vais pas vous le chanter. Mais regardez le dernier Al-Chet. Dans l'Al-Chet, on fait le total de toutes les fautes qu'on a pu faire pendant l'année. Et à la dernière, c'est assez compliqué. De quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Le Al-Chet. On a fait une faute de Timhon Levav. Je ne traduis pas. Je regarde la traduction de Durlaché, qui nous traduit à notre gauche, et la faute que nous avons commise dans l'égarement de la passion. Alors là, franchement, c'est formidable. Je ne sais pas où Timhon Levav parle, ni de passion, ni d'égarement, mais apparemment, il n'a tellement pas compris de quoi il s'agit que c'est ce qu'il a marqué. Al-Chet, Shechatanu Lefanecha Betimhon Levav, Timhon Levav, le cœur
qui est Ameha, le cœur qui s'étonne, le cœur qui ne comprend plus. Le Rav Tzouda a expliqué, c'est la question, le chet, donc le dernier al-chet, la dernière chose qu'on parle, la chose la pire qui peut arriver à un juif, c'est Imron Nevav. Refuser de comprendre ce que Dieu veut de lui. Je ne comprends pas. Tu vas aller ma chère, amène-le, mais pourquoi avec des guerres? Pourquoi avec du corona? Pourquoi c'est tellement compliqué? Moi, je vais faire mes vacances, je vais vivre ma vie tranquille, et toi, tu vas sonner un grand chauffeur et tu amènes le Mashiach. Et quand Dieu décide de faire autrement, on n'est pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça que Chizkiyahu Meler ne veut pas dire de Shira. Il veut pas dire le Hallel de Yom Ha'atzmaut. C'est quoi cette façon de gérer le monde? Moi, j'ai un Mashiach, ça doit venir des grands miracles, et nous, on est sur notre lit, et tout va bien. Et Dieu dit, apparemment, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là-dessus, on doit demander pardon à Yom Kippour. Alors, je vais donner cette idée de Yom Kippour, que je dis, si Yom Kippour, si la guerre de Kippour a été le jour de Kippour, c'est pas pour rien. Dieu aurait pu faire que les hostilités se déclenchent un jour avant, un jour après, ou 6 mois avant ou après. Mais le fait que Yom Kippour se déclenche, la guerre de Kippour se déclenche le Yom Kippour. Que j'ai même parlé que chez nous à la synagogue, on utilise les mélodies de la guerre de Kippour, de l'après-Kippour, dans la tefila de Yom Kippour. Il faut peut-être à Yom Kippour aussi penser à ça. Penser à où on en est. J'en ai parlé l'autre jour que des slichot comme Waze Yehudi, le fait que ces Yamim Noraim sont des jours où on est en train de faire calculer notre route. Est-ce qu'on est dans la bonne route ou dans la mauvaise route? Est-ce qu'on est dans le plan de Dieu qui ramène Israël, qui reconstruit l'État d'Israël? Est-ce qu'on apporte notre pierre à l'édifice? Ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Alors, Yom Kippour, même si ceux qui lisent ce qui est marqué dans le texte de la Tefila, c'est marqué. Dieu nous engage à comprendre, en tout cas les rabbins qui nous ont écrit cette prière, nous engagent à comprendre, à chercher ce que Dieu attend de nous. Et à chaque époque, il attend quelque chose d'autre. Je ne suis pas futurologue ni devin, mais je pose 2 questions. On est dans la 2e vague de Corona, et la première vague, on l'avait passée sans s'en rendre compte, quand tout le monde entier souffrait. Dans la 2e, on est passé une des dernières places au palmarès, on est passé premier au palmarès des contaminations. On était toujours très content du fait que quand les Gazaouites nous tirent des missiles, alors on a un dôme de fer qui protège. Cette semaine, ils ont recommencé un round de tir, et malheureusement, le dôme de fer n'a pas bloqué. On a eu des blessés à Ashdod. Donc, est-ce que c'est un rappel qui nous est rappelé de vérifier où on en est par rapport à ce qui est attendu de nous? Je me pose des questions, et en espérant que c'est le chauffard qui nous réveille et pas les sirènes qu'on a entendues au début de cette conférence. Parce que le Rav Kook a un très beau texte dans lequel il parle du fait que Dieu, quand il nous sonne le chauffard de la Géoula, le grand chauffard de la Géoula, il y a différents chauffards. Il peut utiliser un chauffard en corne de bélier, ou il peut utiliser un chauffard en corne de Hitler, et que le réveil peut être brutal. Alors, on espère que le réveil ne sera pas brutal, que comme c'était la guerre des 6 jours, comme c'était même la guerre de Kippour avec toutes les difficultés, finalement c'était de grands miracles et de positions de départ tellement difficiles, on s'en est sorti avec une très très grande victoire. Malheureusement, on n'a toujours pas compris. L'année dernière, pour la première fois, après, ça fait combien maintenant? 73, ça fait 27, 40 l'année dernière, après 46 ans, c'est la première fois qu'il y a une yeshiva qui a fait une messibat Odaya, qui a fait une Seuda pour remercier Dieu des victoires de la guerre du Kippour, pour comprendre qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore sorti. C'était un tournant du sionisme. Et depuis, il faut qu'on revoie le sionisme. Quel est le sionisme qui attend de nous aujourd'hui, dans l'après-Kippour, dans la situation où on est aujourd'hui? Voilà, je vais rouvrir le micro. Et s'il y a des questions. J'ai ouvert les micros, ne voyez pas tous en même temps. Moi, j'aime pas le lancer celui-là. Je crois que c'est celui qui m'intéresse. C'est Marc Lévy qui va parler. Voilà, s'il y a des questions. Et je voulais rappeler quelque chose peut-être de Manitou, qui disait à propos de la guerre de Kippour, il disait que finalement c'était une grande recette d'Hachem que ça soit passé ce jour-là, où tous ceux qui sont partis étaient purs, et donc ils sont morts purs, et que le peuple était pur pendant cette guerre. On espère que personne n'a besoin de partir, qu'on peut continuer notre aventure sioniste en étant pur, sans avoir besoin
payer le prix qu'on a payé. Mais je dis, il faut se rappeler qu'avec toutes les difficultés qu'il y a eu, c'était un grand miracle. 3000 tués, c'est beaucoup pour Israël, mais dans la position de départ où on a été, c'était en histoire militaire, c'est une des plus grandes victoires militaires. Le fait que dans une situation tellement catastrophique où le front était enfoncé sur le Golan, enfoncé dans le Sinaï, pratiquement plus rien, se ressaisir en quelques jours, repartir à l'attaque et repousser les ennemis de l'autre des frontières, c'est un miracle extraordinaire. Oui, moi, ce qui m'étonne toujours, c'était la même chose aussi après la guerre des 6 jours, après la guerre de Kippour. On ne sait pas dire Odaya. Et je me rappelle très bien qu'en 68, après la guerre de 6 jours, en 67, il y avait des énormes pancartes partout. Une, je me rappelle, à Atlit, énorme, Kol HaKavod l'Tzahal. Et je me rappelle que mon mari, Zichroné Bracha, il a dit, mais pas une seule affiche pour dire Toda l'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose pour Yom Kippour. Et aujourd'hui aussi, après la première vague, on n'a pas su Toda qu'on est sorti, on était sorti très parmi les pays qui avons vraiment surmonté le Covid. Il faudrait qu'on fasse aussi une prière et dire Toda Rabba. Je ne peux être que d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai fini en disant qu'il y a une yeshiva qui est la première il y a un an. Je le dis aussi plus près de nous. Moi, cet hiver, j'avais demandé au rabbin de Lozebit, chaque année, quand on a des problèmes et que la pluie tombe pas et que le Kinneret descend, alors on sait faire des prières. Et là, il y a 2 ans, on nous a même demandé de jeûner parce que la situation de l'eau était catastrophique. Cette année, on a été inondé de pluie. On a oublié de faire la bracha après. La même Gemara de Tanit qui nous dit que quand il y a la sécheresse, il faut prier, il faut faire des jeûnes pour demander la pluie. Quand la pluie vient, on fait une bracha. Modé ani le fanecha al kol tipa vetipa. On remercie pour chaque goutte. Oui, c'est vrai qu'on a un problème. Quelqu'un d'autre veut. C'était frappant. Après la guerre des 6 jours, c'était vraiment frappant. Il n'y avait pas tout Kol HaKavod Hatzal, Kol HaKavod l'Tzahal. Merci. Il y a encore des questions? Kol HaKavod l'Tzahal. Kol HaKavod l'Akadosh Baruch Hu. Merci. On va laisser aussi quelqu'un d'autre. C'est encore quelqu'un d'autre qui veut parler. Moi, mon mari n'a jamais compris comment ils avaient pu mettre en place. J'entends pas là. Ok. Je regarde sur le chat, je vois qu'il n'y a pas de personne n'a rien mis sur le chat. Oui, c'est le micro de Francis et Régine qui fait du bruit. Non, je l'ai fait ici. Y a-t-il encore quelqu'un va ajouter quelque chose avec plaisir? Je lui ai dit qu'on peut faire un truc. Non, je n'ai pas dit. S'il vous plaît, fermez les micros. Seulement celui qui veut parler au public laissera son micro ouvert parce qu'autrement, on entend des discussions qui dérangent. Oui, après la guerre de Kippour, on a eu encore la guerre du Liban. Et après la guerre du Liban, on a eu les intifadas. Abraham, j'ai coupé tous les micros. Tu peux ouvrir le tien. Vous pouvez les ouvrir individuellement, mais ils sont coupés a priori. Vous pouvez les ouvrir. Donc, Abraham, tu oublies. Oui, voilà. Oui, je me place dans la perspective que tu as déjà signalée. Mais après la guerre de Kippour, il y a eu, après la guerre du Liban, et après la guerre du Liban, il y a eu les intifadas. Et après les intifadas, il y a eu la guerre contre le Hamas. Et tout cela, c'est une suite de non-victoires. On se bat avec du courage. On a l'impression qu'on se retrouve dans une période où, comme du temps de Shaoul, on se bat, mais on n'a pas de victoire. Il n'y a que du temps de David, ça devient décisif. Peut-être c'est pour nous signaler qu'il y a une époque qui est terminée, que ceux qui ont eu la capacité de mettre en place l'État ne sont plus en mesure de nous amener vers l'avenir. Il n'y a plus de vision de leur part, et c'est ça qui crée cette incapacité de pouvoir avoir une victoire décisive sur nos ennemis, et toujours la résignation. C'est ça qui est terrible. On n'est pas encore sorti de cette malédiction encore. Tu as entièrement raison. C'est ce que j'essaie de dire en filigrane. Je ne voulais pas dire des choses trop claires pour pas
pas prendre trop de bâches parce que ça dérange des fois certains. Mais effectivement, Manitou en parlait, le Rav Kook en parlait, que Tav Shin Nun, c'est l'année 1990, l'année qui a vu la chute du mur de Berlin, la chute du bloc communiste. On passe de ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David. On est dans une nouvelle phase de la Géoula qui doit nous amener dans les acquis spirituels du peuple juif. Alors c'est vrai qu'il y a un passage qui est difficile, et c'est pour ça que j'ai parlé qu'il y a ce mouvement d'Ateshuvah, c'est que Am Israël sent qu'il y a un besoin de Teshuvah, il y a besoin de chercher quelque chose d'autre. Il y a d'un autre côté cette fuite vers le shalom à tout prix, que le shalom est une grande vertu, c'est shalom imromab, mais le problème n'est pas le shalom en soi, le problème est le prix qu'on peut payer par rapport à l'idéal auquel on renonce. Alors effectivement, il y a une fatigue d'un certain type de sionisme, qui est le sionisme du type Mashiach ben Yosef, le sionisme politique. Il doit venir un autre type de Géoula, Mashiach ben David. Malheureusement, ceux qui en sont les tenants et qui devraient prendre la relève ne se sentent pas dignes, ne se sentent pas prêts et cherchent comme Chizkiyahu. Moi, je n'ai pas la force, alors je suis là, mais gère-toi. Moi, je suis là. À la fin, je dirai un misement de Télim s'il faut. C'est vrai qu'il y a un manque de conscience de prendre les rênes en main et de donner un nouveau souffle au sionisme. Sont fatigués. Toda Rabba. Top. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, alors Shana Tova. Shana Tova. Khatima Tova. Vous m'entendez? Oui, oui. Je voulais dire qu'il y a une cinquantaine d'années, donc j'ai été extrêmement choqué que l'État d'Israël laisse ou supporte l'idée de mettre en péril la vie de jeunes, de soldats, pour des histoires diplomatiques. Ça m'a complètement... Ça m'a même fait que j'ai même plus l'ALIA. C'était une trahison. C'était la grande question qui a été posée. Pourquoi Golda Meir a permis? Est-ce qu'elle a compris le risque et le prix qu'il allait pouvoir payer? C'est la raison pour laquelle Ezra Wetzman et Rabin ont dit à Madame Joalon, ne cherche pas trop, la société israélienne ne supportera pas les révélations. Si on comprend qu'on a sciemment envoyé des soldats se faire tuer, la société israélienne explosera. Donc c'est vrai qu'il y a quelques problèmes dans les optiques gouvernementales qui ont pensé que pour des raisons politiques, il fallait prendre certains risques qui sont problématiques. Donc, Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Toda Rabba. La prochaine fois, on se retrouvera pour une conférence un peu plus facile. Avant Sukkot, on parlera de Sukkot au Beth Amikdash. Là-bas, il y aura pas, ce sera beaucoup plus idyllique, beaucoup plus facile, qu'on n'aura pas d'image sanglante comme dans cette image, dans cette photo. אז שנה טובה, קריאה חטא טובה. תודה רבה. תודה. שנה טובה. שנה טובה לכולם. שנה טובה. Moi, j'ai mon cours